je m'appelle Nelson et vous regardez Micro Télébre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Aujourd'hui, nous parlerons d'une série sur Netflix qui s'intitule Sur tes traces, la version française, et la version anglaise s'intitule I Will Find You. Attention, ceci est un spoiler. Pour tous ceux qui n'ont pas encore visionné la série, je recommanderais d'aller la regarder sans plus tarder. Cette série, moi, je l'ai écoutée très bien. Elle est une excellente série pour ceux qui raffolent de l'intrigue, pour ceux qui aiment le suspense, et il y a quand même de l'action. C'est un long thriller. Alors, pour moi, j'étais vraiment capté sur la série du début jusqu'à la fin. Elle est très intéressante. Alors, je vous recommanderais de la regarder. Puis ensuite, vous pouvez revenir regarder cette vidéo pour connaître mon opinion sur cette série. Très intrigante. Alors, la série I Will Find You, ou Sur tes traces pour la version française, est un thriller de 8 épisodes, facile à regarder. Les premiers épisodes durent environ 45 minutes à peu près, et par la suite, la majorité des épisodes durent une trentaine de minutes. Cette série est adaptée d'un roman composé par Harlan Coben. Alors, la majorité de la série se déroule dans une ville qui s'appelle Boston, qui est située dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. L'histoire suit David Burrow, un père de famille condamné à la prison à vie pour le meurtre de son jeune fils Matthew. Bien que tout le monde le considère comme coupable, David affirme depuis le début qu'il est innocent. Son plus grand fardeau est de vivre avec la perte de son enfant et de l'abandon de son épouse, Cheryl. 5 ans après son incarcération, sa belle-sœur Rachel, une ancienne journaliste d'enquête, fait une découverte incroyable. Sur une photo prise dans un parc d'attractions, un garçon ressemblant étrangement à Matthew apparaît en arrière-plan, avec la même tache de naissance sur la joue. Alors, si vous comprenez bien, David est incarcéré dans un pénitencier. Alors, juste une brève parenthèse rapide, la différence entre une cellule, une prison et justement être incarcéré dans un pénitencier, ces trois endroits, c'est une question de degré du crime, la plupart du temps. C'est par exemple, je vous donne un exemple rapidement. Quelqu'un qui se barre, qui va clubber, un homme ou une femme qui va clubber et qui se barre un vendredi soir, qui se bagarre après le club, souvent quand les policiers vont venir l'arrêter, si c'est juste un bagarre, puis il n'y a pas de vraiment de voie de fait majeure ou un truc, puis il y a l'alcool d'impliqué dans la violence, souvent les policiers vont le mettre dans une cellule pour la fin de semaine ou pour la nuit ou pour le prochain jour. Ça, c'est des petits, je peux dire, assez mineurs. Ça, c'est pour la cellule. La cellule est souvent située dans le poste de police. OK? Une prison, c'est des crimes plus graves. Par exemple, quelqu'un qui commet une fraude, la plupart du temps, dépendant le montant qu'il a volé, on va dire quelqu'un qui vole, je sais pas, bon, des centaines de milliers de dollars à une compagnie, souvent, la personne va être, une fois qu'il est épinglé, il va être mis dans une prison. Alors, le fraudeur sera mis dans une prison, puis c'est souvent dans une prison, tu fais l'année que tu prends, ta sentence, une décennie après, tu es relâché. Mais par exemple, dans un pénitencier, là, c'est des crimes graves. Souvent, c'est des tueurs en série, des gens qui ont commis des crimes. Et puis, dans un pénitencier, souvent, tu es enfermé à perpétuité. Tu es là jusqu'à la fin de tes jours. Alors, c'est juste pour faire une brève différence entre une cellule, prison et pénitencier. Alors, cette photo bouleverse tout. Convaincu que son fils est peut-être encore vivant, David prend une décision extrême. S'évader de prison afin de retrouver Matthew et découvrir qui l'a fait condamner pour un crime qu'il n'a peut-être jamais commis. Alors, si vous avez compris, la belle-sœur qui s'appelle Rachel, c'est l'ancienne belle-sœur qui est la sœur de l'ex-femme de David Burrow, qui est Cheryl. Au fil des épisodes,
L'enquête révèle un vaste complot soigneusement dissimulé, des mensonges vieux depuis plusieurs années, des policiers et des agents FBI lancés aux trousses de David, des personnages qui cachent tous leurs propres secrets, plusieurs retournements de situations typiques, des œuvres de Harlan Coben. Chaque épisode apporte des nouveaux indices, mais aussi de nouvelles questions jusqu'à ce qu'une conclusion ou plusieurs révélations changent complètement la perception des événements. Alors, selon moi, ce que je peux vous dire, le point important que j'ai remarqué cette série, c'est ça accentue vraiment le rôle d'un père et de sa relation avec un enfant. À quel point que, tu sais, souvent dans la société d'aujourd'hui, on a l'impression que le père est indispensable, mais dans cette série, tu vois que non seulement il veut se battre pour prouver son innocence, mais il y a aussi l'amour qu'il ressent envers son garçon. Parce que lui, il sait qu'il n'a pas commis le crime. En même temps, il sait qu'il n'a pas tué son garçon. Mais il veut s'échapper, pas juste pour prouver son innocence, mais pour retrouver son fils. C'est la raison primaire. Alors, vous savez, pour un garçon, pour plusieurs enfants d'ailleurs, pour que ce soit un petit garçon ou une petite fille, le premier héros qu'ils voient est leur père. Pour n'importe quel enfant, pour n'importe quel enfant, le premier héros à leurs yeux, c'est pas Spider-Man, ni Wolverine ou Superman. Leur premier héros dans leur vie est leur père. Alors, je trouve que c'est vraiment une série intéressante. Pendant tout le long de la série, ça parle vraiment du fait de la volonté des pères de faire partir de la vie de leur enfant. Je parle pas juste au point de David Burrow, tous les autres personnages qui ont des enfants, mais tu vois la relation paternelle avec leur enfant, comment elle se développe, et à quel point que les pères aussi, ils peuvent être très, très, très attachés à leur enfant, malgré qu'ils ont un rôle de pourvoyeur, d'assurer leur protection. Et certains de rôles d'autorité, ça n'empêche pas qu'ils ont cet amour pour leur enfant. Alors, c'est une des leçons que j'ai vraiment compris dans la série. Alors, vous avez compris, David Burrow, 5 ans en prison. Il y a un complot, il se fait incarcérer. Dumont, il est au tribunal, OK? Même la voisine est témoin que la journée du crime, David aurait enterré son fils dans la terre du jardin. Et puis, lui, David, il sait qu'il l'a jamais fait. Mais quand il a vu sa voisine mentir à la barre, il a tout compris qu'il y a un complot parce que tu peux pas l'avoir vu. Et cette scène-là, je me rappelle, c'est dans les débuts, c'est vraiment un facteur parce que j'ai compris que là, il y a vraiment un complot. Par la suite, vous avez compris que Rachel Mills, qui est l'ex-belle-sœur de de l'ex-femme de David, elle, une fois qu'elle voit la photo de la part d'attraction, et puis on voit Matthew, parce que Matthew a une cicatrice sur la joue, une cicatrice, je pourrais dire plutôt une tache de naissance rouge sur la joue. C'est facile de distinguer Mathieu. Cette âge de naissance-là est vraiment flagrante. C'est-à-dire, même si que Mathieu a 3 ans ou 10 ans, cette âge de naissance sur sa joue, mais c'est comme sa marque. C'est comme, il serait facile à reconnaître peu importe son âge. Alors, comment David s'y prend pour s'évader? Lui, il dit rien à Rachel. Rachel est au courant de rien. Rachel, il montre juste la photo. Puis lui, pendant qu'il est au téléphone, parce qu'il sait, il reçoit des visites, pendant 5 ans, David refusait toute visite. Il voulait aucune personne vient le visiter. Un, parce qu'il y a honte, il se sent humilié, il trouve que c'est injuste parce qu'il n'y a pas commis le crime. Et puis, c'est sordide. C'est vraiment sordide. Comment il l'accuse d'avoir tué son fils à coups de bâton de baseball. C'est vraiment sadique. Alors, lui, il sait que c'est pas lui qui a commis le crime. Alors, il voulait recevoir une visite jusqu'à temps que sa belle-sœur, son ancienne belle-sœur, Rachel, lui montre la photo. Tout là, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans la tête de David qui dit, bon, moi, je dois sortir de là parce que mon fils est en liberté, là. J'ai la preuve que mon fils est encore en vie. Parce que sur la photo, on voit Matthews qui tient la main d'un homme. Mais, dites-vous, ça fait 5 ans qu'il est en prison. Mais Matthews, quand il s'est fait supposément tuer, il y avait 3 ans à l'époque. C'est-à-dire, aujourd'hui, on avance dans le futur, Matthews aurait 8 ans. Alors lui, il voit son fils sur la photo de 8 ans, dans la main avec un autre homme qui est coupé. On voit pas qui est l'homme sur la photo. On voit juste Matthews qui tient la main de cet homme. Alors lui, aussitôt, ce que Matthews fait, il y a des contacts.
Il y a des contacts dans le pénitencier. Il y a le directeur qui est le directeur de ce pénitencier est le père de son ami d'enfance. Son ami d'enfance s'appelle Adam Mackenzie. Adam Mackenzie, c'est l'ami d'enfance de Matthew, mais son père est le directeur. Dites-vous que durant son séjour dans le pénitencier, un agent correctionnel essaye de l'assassiner. Bref, lui ne comprend pas pourquoi l'agent veut absolument le tuer. Il ne comprend rien. Il n'y a pas de se débattre avec le directeur, le père de son ami d'enfance, pour dire qu'il n'a pas commis le crime, puis voici pour quelle raison. Il a vu une photo, Rachel a montré une photo de Matthew, son fils, aujourd'hui. Là, à cause de ça, le sixième sens du directeur réalise que peut-être Matthew David dit la vérité, c'est bon, c'est correct. Le directeur puis Adam Mackenzie, l'ami d'enfance de David, s'organisent pour que David s'évade du pénitencier, ce qu'il arrive à faire. Je veux dire, c'est vraiment fou. Il prend le directeur en otage. Adam Mackenzie, lui, son ami d'enfance, il travaille dans la police. À un moment donné, il vient leur rendre visite. Et il s'organise toute une scène pour dire que comme quoi que David aurait attaqué Adam. Il aurait pris son uniforme de policier. En étant habillé comme le policier, il prend le directeur qui est le père d'Adam en otage et grâce à ça, il a pu finir par s'évader de la prison. Bref, les agents de la FBI courent à ses trousses. Euh, une des agents de la FBI, du FBI qui s'appelle Sarah Greer, elle aussi, elle est une jeune agente de la FBI avec son père, Max Williams. Lui, c'est le père de Sarah Greer. Sarah puis Max, c'est les deux vraiment, ils se mettent vraiment aux trousses de David Burrow parce qu'il est en liberté. Lui, David, une fois en liberté, il court à la recherche de Rachel. Il trouve Rachel, puis à partir de là, ils sont ensemble tous les deux. Ils sont parce que en même temps, parce que Sarah Greer et Max Williams, les deux agents de la FBI, ils se demandent, OK, là, David est parti. Où est-ce qu'il peut se situer? Là, il s'est évadé. Il faut qu'il le trouve. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la liste des gens qui sont venus leur rendre visite. À partir de cette liste qui sont venus leur rendre visite du pénitencier, ils réalisent que son ex-belle-sœur, Rachel Mills, est venue leur rendre visite. Ils ont tout de suite compris, Sarah Greer et Max Williams de la FBI, ils ont tout de suite compris qu'il fallait se rejoindre Rachel Mills. Rachel Mills, elle se fait héberger par un homme qui s'appelle Aiden Payne. Cet homme est riche, il est millionnaire. Aiden Payne l'aide pendant, je veux dire, durant toute la série, il héberge. Il héberge Rachel puis David. Et ils sont pourchassés par la police. Durant toute la série, je veux dire, le gars il reste vraiment, il y a une relation très étroite avec Rachel parce que ils avaient Aiden Payne et Rachel Mills, c'est des anciens couples. Ils se fréquentaient avant, puis par la suite, ils se sont séparés. Mais par contre, Aiden Payne a jamais cessé d'aimer Rachel. Et mais c'est pour ça qu'il aide avec toutes ses ressources parce qu'Aiden Payne est un homme riche. Et je veux dire, il héberge. En plus, Aiden Payne, sa famille, la famille Payne, possède un orphelinat. Et puis cet orphelinat-là, ils accueillaient genre des enfants abandonnés qui les parents ne voulaient plus rien savoir d'eux. Mais dans son orphelinat, ils ont accueilli un enfant qui s'appelait Martin. Mais l'orphelinat, il se situe en Suisse. On n'est plus à Boston. L'orphelinat se situe en Suisse. Martin, le même profil que Matthew, le fils de David. Il a le même profil. Même profil. Ils se ressemblent tellement. La seule différence, c'est que lui, Martin, le garçon de Suisse, lui, il a une maladie. Il est atteint d'une maladie grave. Alors, son espérance de vie est très limitée. Alors, ils ont pris, malheureusement, qu'est-ce que la famille Payne ont compris, c'est qu'ils vont prendre ce Martin de Suisse et ils l'ont fait passer pour le fils de David qui s'appelle Matthew. Alors, techniquement, là, l'enfant qui a été pris, qui a été tué, n'était pas Matthew, mais l'enfant qui a été tué
malheureusement, est Martin, le petit garçon de Suisse. Mais tout ça, c'est fait par l'intermédiaire de la famille Payne avec leur orphelinat. L'orphelinat, il s'est fermé aujourd'hui. Bref. Aiden Payne, il les aide. Euh, pendant ce temps-là, pendant qu'Aiden Payne les aide, là, Aiden Payne aussi, il y a une entreprise qui s'appelle Bird. L'entreprise qui s'appelle Bird, ils font des simulations pour les gens qui ont la misère à avoir des enfants. Ils font de l'insémination, OK? Lui, il regarde il peut voir qui s'est fait inséminer durant les dernières années. Parce que la famille Payne est une famille très puissante et très influente dans l'État de Boston. Bref, Sarah Gray et Matt Williams courent à leur trousse. À un moment donné, avant qu'ils comprennent que c'est lui, pendant ce temps-là, lui, David, bref, il arrive tellement de choses. Il y a un homme qui s'appelle le Putois, que lui, il essaie de tuer David pour des raisons. Lui, David comprend pas pourquoi il y a autant de personnes qui veulent le tuer. Lui, il veut juste trouver son fils. Il veut juste retrouver son fils parce qu'il sait qu'il est encore en vie. Un homme qui s'appelle le Putois essaie de le tuer. Là, David réalise, là, il essaie de revoir son père. Il apprend que son père, j'ai avancé rapidement. Son père, il apprend que son père a été kidnappé. Son père qui s'appelle Jim Doherty. Le père de David a été kidnappé. Lui, David ne comprend pas pourquoi son père a été kidnappé. Mais pendant tout le long, il réalise que le nom de Nicky Fisher est toujours dans le décor. Il entend souvent parler du nom de Nicky Fisher. Mais Nicky Fisher, lui, est un parrain mafieux de Boston. Et c'est un homme très dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, pendant que David recherche son fils, il y a un complot il y a un complot où son ami d'enfance est mêlé dedans. Il- Où ce que David, il n'a pas eu le choix d'être kidnappé et il se fait carrément remettre à Nicky Fisher lui-même, le gros parrain de la mafia. Là, Nicky Fisher, lui, veut juste mettre une leçon à David, demande à David, qui tu veux, qui est plus important pour toi dans ta vie, entre ton fils entre ton fils Matthew et ton père Jim Doherty. Mais il n'arrive pas à choisir parce que David réalise que son père, durant ces années, est atteint d'un cancer. Son père non plus, il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Alors lui, David, il n'est pas capable de choisir. Il dit non, non, je ne vais pas choisir. C'est trop dur de faire un choix. Là, son père dit, mon fils, choisis-moi à la fin. Là, David est comme, ok, je choisis. Bon, c'est bon, mon père. Là, au moment que le mafieux arrive pour mettre une balle au crâne de le père de Jim, il dit, tu sais quoi, je même pas je ne ferai pas ce plaisir-là. Là, David est comme, attends, mais David est persuadé que c'est Nicky Fisher qui a kidnappé son fils. Là, David, ok, mais c'est bon, t'as pas tué mon fils. Est-ce que t'as pas tué mon père? Alors, je peux-tu revoir mon fils, s'il te plaît, Nicky? Puis là, Nicky Fisher lui répond, mais j'ai pas ton fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton fils? Moi, la seule raison, là, Nicky lui révèle carrément, la seule raison, là, que j'ai fait kidnapper ton père Jim Doherty, parce que Jim Doherty, qui est le père de David, il se fait kidnapper aussi par son ami d'enfance, Adam Mackenzie. Celui, David, regarde Adam avec des yeux traits comme, t'es ça, traite. Tu m'as libéré de prison pour m'emmener à Nicky Fisher, le baron mafieux. Lui, il est vraiment fâché contre son ami d'enfance. Mais Nicky Fisher lui révèle à David, moi là, la seule raison pourquoi je voulais ton père, parce que ton père, il n'a pas épargné mon fils. Nick Fisher avait un fils. Son fils, il y a eu une bagarre après le club. Puis justement, après le club, après la bagarre, lui, par contre, il a tué quelqu'un. Supposément, il est accusé d'un meurtre. Mais le fils de Fisher a toujours nié. Il a toujours nié sa culpabilité dans le crime. Il dit qu'il a jamais tué cette personne. Et malgré ça, à l'époque, Jim Doherty, qui est le père de David, Jim Doherty, lui, est un ancien policier qui est à la retraite. Mais malheureusement, lui, ce policier, c'est un policier corrompu, c'est un tout croche. Il a mis plein de preuves justement, pour accuser, plein de preuves là, des preuves là, pour faire accuser le fils de Nicky Fisher. Puis Nicky Fisher, ça l'a laissé un goût amer. Et c'est pour cette raison là que lui, Nicky Fisher, là, il voulait abattre Jim Doherty, le fils de David, devant ses yeux.
Là, David, oh, il réalise que, oh, que son père était un policier corrompu, un tout croche. Cela, il comprend pourquoi pourquoi Nicky Fisher a autant de rancune envers son père. Mais Nicky, c'est un homme de parole. Il dit, j'ai rien à voir avec le kidnapping de ton fils Mathieu. Moi, je voulais juste avoir ton père. Puis c'est ça. Cela, Nicky Fisher décide de relâcher David afin que David parte à la recherche de son garçon. Mais là, David, pendant ce temps-là, il retourne parce qu'il s'est fait kidnapper justement par Adam Mackenzie. Cela, lui, David veut plus rien savoir de sa amie d'enfance. Il trouve qu'il est traître. En tout cas, pour l'instant, il veut rien savoir. La trahison l'a vraiment sonné. Il aime pas ça, là. Personne n'aime ça en général. Cela, David, il retourne au bras de Rachel Mills. Puis là, il raconte un peu tout ce qui s'est passé. Là, Rachel, elle comprend, mais ok, mais qui a son fils? Cela, vous n'oubliez pas, pendant tout ce temps-là, là, Sarah et Max, ils sont encore, les deux, Sarah Greer et Max Williams, là, le père et la fille, sont FBI, sont encore à la recherche de David Burrow et Rachel Mills. David Burrow est un fugitif parce qu'il est en cavale. Il est en cavale à Boston, il va à gauche, il va à droite, bref, tellement péripéties, on n'arrive pas à le trouver. Qu'est-ce qui se passe? Vers la fin, Aiden Payne, bref, qu'est-ce qui se passe? C'est que Cherry Dresson, là, il se passe de quoi? Il y a tellement de péripéties qui arrivent. Cheryl, Cheryl Dresson, qui est l'ex-épouse de David, il finit par se rencontrer. Bref, mais avant, il finit par se rencontrer vers la fin, mais Cheryl Dresson, elle va parler à Sarah Greer, qui est la policière, et Max Williams, qui est le père policier. Elle veut savoir pourquoi David n'arrive pas à croire que c'est son garçon, puis tout, parce qu'elle pense vraiment que c'est son ex-mari qui a tué. Mais là, Max, il dit à Chéri, va faire un test d'ADN. Ils ont encore le sang du présumé garçon qui a été assassiné, ils ont encore son sang. Va faire un test d'ADN avec celui de ton garçon, puis tu vas voir que c'est pas ton fils. Ce que Cherry Dressel, son ex-épouse à David, a fait. Elle fait le test ADN, et figurez-vous donc, le test ADN prouve que le garçon qui a été assassiné n'est pas Matthew. Ce n'est pas l'enfant de David et d'elle. Là, elle est complètement consternée. Elle est vraiment hystérique. Elle comprend plus rien. Elle se sent vraiment mal. Elle se sent angoissée parce qu'elle a toujours cru vers la fin que c'était. Au début, elle voulait pas croire. Mais quand il a reçu la culpabilité quand il a reçu le verdict d'être reconnu coupable, c'est là qu'elle s'est peut-être mise à croire, mais peut-être son ex-mari l'a vraiment tué. Mais quand elle a vu le test ADN n'était pas celui de son fils, tous ses souvenirs sont revenus en comme oh mon Dieu, maintenant elle comprend pourquoi David agit comme ça. David savait depuis le début que c'était pas son fils. C'est ça qu'il est en cavale dans le Boston, puis là, elle court à sa retrousse, Cheryl, son ex-femme, court à la retrousse euh, de David. Bref, on fait une histoire courte, là, j'ai accéléré un peu. Aiden Payne et Gertrude Payne, qui est la mère d'Aiden Payne, eux, là, pendant tout ce temps-là, ok, Aiden Payne emmène comme je disais, avec sa compagnie d'insémination afin que les gens qui ont des problèmes d'infertilité tombent enceintes. Eden Payne emmène David et Rachel, ils regardent, puis tout ça, parce qu'ils sont persuadés que lui, selon David se demandait, mais pourquoi quelqu'un aurait kidnappé son enfant? Lui s'est sûrement dit que son ex, Cheryl Dresson, s'est fait inséminer artificiellement. C'est que peut-être la personne qui s'est fait inséminer tient à récupérer son garçon. Vous comprenez? Et c'est ça la logique. La personne qui s'est fait inséminer Cheryl, c'est lui qui veut récupérer son garçon. Mais le problème, quand David et Cheryl se rencontrent, Cheryl lui révèle, oui, c'est vrai, elle a eu recours à l'insémination artificielle. Mais elle dit à David que pourquoi finalement elle a laissé tomber, c'est que David avait pu la mettre enceinte. So, je veux dire, c'était à peine de quelques jours d'écart, quelques semaines d'écart.
C'est là que David, là, elle confirme, elle clarifie, Cheryl clarifie à son ex-mari David que Matthew est réellement son fils. Il n'est pas le fils de la personne qui l'a inséminé. Là, David est comme, oh, ok, je comprends. Puis cette personne-là doit quand même penser que Cheryl est, que l'enfant est que c'est son enfant. Là, David, il comprend maintenant la confusion. Alors, là, David demande à Cheryl, mais pourquoi on est allé dans justement dans la bande de réserve pour regarder ton nom? Aiden Payne a écrit ton nom dans sa compagnie, puis ton nom, Cheryl Johnson, n'a jamais apparu. Alors, comment ça, on voit pas ton nom sur le code de recherche des gens qui ont été inséminés? Là, Cheryl le révèle, mais vu que c'est une information confidentielle, elle voulait pas, au cas où que ça fût, elle voulait pas que son nom apparaisse, pas qu'il se sente trahi. Sur elle, elle a mis le nom, elle a dit, je vais te passer pour Rachel Mills. Cheryl révèle à son ex-mari que c'est normal que mon nom est pas là. J'ai mis le nom de ma sœur, Rachel Mills. Là, David et Rachel, les trois, ils se regardent, ils se disent, oh, ok, on sait ce qu'il a fait. Alors, théoriquement, là, si Aiden Payne aurait écrit le nom de Rachel Mills, on aurait vu son nom sur la barre des personnes inséminées, mais il n'a pas mis son nom. Alors, c'est là que David et Rachel ont tout de suite compris que la personne derrière tout ça est Aiden Payne. Eh oui, guys, et Aiden Payne. La personne qui les a aidés pendant tout le long de ces aventures, c'est lui et le grand Manitou derrière le kidnapping de l'enfant de David Burrow et de Cheryl Bretson. C'est vraiment fascinant. Mais moi, je vous dis, gars, je le savais depuis le début, c'était lui. Vous savez pourquoi je savais depuis le début, c'était lui? C'est au début des épisodes, moi, je me suis dit, OK, la personne qui a commis ce genre de crime, c'est une personne riche. Faut que je fasse attention aux gens qui sont riches, parce que c'est un thriller. On sait pas qui est qui. Puis, aussitôt, j'ai vu que Aiden était vraiment comme riche. J'ai compris qu'Aiden Payne était riche. J'ai dit, ah, c'est lui qui a kidnappé le fils de David. Je l'ai collé là depuis le début des épisodes. Alors, c'est ça. Là, David et Rachel sont comme, bon, il faut qu'il retourne voir Aiden Payne. Aiden Payne, là, il y a un grand manoir. Cela, il faut qu'il retourne au manoir, là, un gros manoir, et tout, pour récupérer Matthew, parce que Matthew est dans le manoir de Aiden Payne. Puis aujourd'hui, puis Aiden Payne, là, il a changé son nom, là. Maintenant, pour Aiden Payne, le petit-fils de David s'appelait Matthew, il s'appelle plus Matthew, il s'appelle Théo. Il l'appelle Théo. Mais sauf que lui, Matthew, il s'est fait kidnapper, il avait 3 ans, il n'y a aucun souvenir de qui est réellement son père. Lui, selon Matthew, Aiden Payne est réellement son père. Bref, ils vont là-bas. Là, Aiden Payne, il confronte, il y a la fusillade, il se fait tirer dessus, tout le monde se fait retirer. Faut pas oublier que Sarah, la FBI, avec Max Williams, son père de la FBI. Mais Max Williams, lui, il restait à l'hôpital. Il s'est fait blesser justement dans une fusillade. Il est resté à l'hôpital. Mais Sarah, sa fille, elle est allée justement au manoir de Aiden Payne pour justement elle voulait arrêter David Burrow jusqu'à ce qu'il réalise que avec toutes les circonstances, mais c'est pas David, c'est réellement Aiden Payne. So, elle, en tant qu'FBI, il faut qu'elle aille arrêter Aiden Payne. Aiden Payne apparaît, puis bref, il explique pourquoi il a fait ça. Il y a il y a une sécurité qui arrive, puis tout ça. Pardon, il y a une tuerie qui se passe. Euh, Aiden, Aiden est vraiment fâché parce que lui, il comprend qu'il s'est fait trahir aussi parce que elle, Rachel, elle veut aller convaincre Aiden. Elle veut juste séduire Aiden pour dire, OK, va aller dans son manoir, séduire pour lui dire que ils veulent partir avec. Ils veulent partir avec Aiden loin de Boston. Parce que lui, Aiden, quand il a réalisé que David s'approchait de la vérité, il voulait s'enfuir avec son garçon Matthew, mais qui est Théo. Il voulait partir, prendre son hélicoptère, puis partir loin. Parce que c'est pour ça que la FBI, David Burrow et Rachel Mills sont tous allés vers le manoir justement pour pas qu'il fuit avec le petit garçon. Parce qu'une fois qu'il aurait quitté le pays, il serait très difficile à arrêter.
Alors, Aiden, il fait la confession, il dit carrément devant David, puis Rachel, puis tout, il dit, quand il a vu le nom que Rachel dans les fichiers, que c'est Rachel qui voulait se faire inséminer, lui qui était l'ex de Rachel Mills, il a toujours voulu avoir un enfant avec elle. Alors lui, il s'est fait inséminer son spermatozoïde. Parce que dans les fichiers, c'est marqué Rachel Mills. Mais c'est pas Rachel Mills, comme je l'ai dit, c'est Cheryl qui se fait passer pour Rachel. Celui, quand il a vu son nom, il a dit, OK, on va l'inséminer. On va avoir un enfant avec elle, parce il aime tellement Rachel, qu'il est prêt à tout pour elle. Même s'il ne peut pas l'avoir, mais vu que Matthew serait comme, genre, son enfant à lui et Rachel, c'est comme s'il aurait une partie de Rachel avec lui, parce qu'il est obsédé par Rachel. Mais Gertrude Payne, la mère de Aiden Payne, déteste Rachel. Alors, c'est ça. Lui, la mère d'Aiden Payne, la mère d'Aiden Payne déteste Rachel. Alors, lui, il voulait même pas que Rachel soit dans leur vie. Alors, c'est ça qui arrive. Lui, Aiden Payne, il confie. Il confesse que c'est ça. C'est pour ça qu'il a fait le tout. Il aime trop Rachel. C'est pour ça qu'il voulait prendre la fuite avec le petit garçon. Mais et après, Rachel lui dit, mais il y a un problème, Aiden. Il y a un seul problème dans ton plan. Je comprends que tu m'aimes et que tu es fou de moi, mais il y a un problème. C'est que Matthew n'est pas ton fils. Là, il est comme, hey, mais non, c'est mon fils. Je vais t'assimiler, c'est vraiment mon fils. Il dit, non, c'est pas ton fils, parce que Cheryl était déjà enceinte de David. Lui, Aiden s'est dit, OK, peut-être Cheryl, il a pas fait l'enfant avec Rachel comme il l'aurait aimé, mais peut-être cet enfant-là, il l'a fait avec Cheryl. Il dit, mais c'est quand même mon enfant, pareil, là. Puis jusqu'à ce qu'il se tourne vers sa mère. Sa mère lui dit, non, tu m'as clairement dit que c'était mon enfant. Et là, sa mère lui regarde dans les yeux puis dit, non, désolé, Aiden, je t'ai menti depuis le début. Depuis le début, sa mère savait que la génitrice là de cet enfant n'était pas Rachel Mills et que lui non plus il n'était pas le géniteur de l'enfant. Alors Aiden, il se retourne envers sa mère et dit, mais mère, tu m'as menti, tu m'as manipulé depuis le début. Alors ce garçon n'a rien de moi. Je veux dire, là, Aiden prend son arme, il tire sur sa mère. Bang! Sa mère, elle décède directement là. Eden prend la fuite. David, Eden prend la fuite parce que Mathieu s'en va. Mathieu, il capote, il a peur, il part pendant les buissons. David court après Mathieu pour récupérer son fils. Eden poursuit David parce que lui, il veut quand même partir avec son enfant, avec cet enfant-là parce qu'il aime l'enfant finalement. Il est comme, OK, il y a peut-être rien de moi, mais j'aime cet enfant-là. Bref, il arrive, après, il veut récupérer l'enfant, et puis c'est là que Aiden Payne, il tire une balle sur David. David est blessé, ils sont dans les forêts en train de se battre. Aiden est blessé. Ça veut dire David est blessé, il tombe par terre. Là, Aiden est prêt à prendre, comment ça s'appelle, Matthew pour partir avec, jusqu'à ce que Sarah, la FBI, Sarah lui tire une balle, puis c'est comme ça, Aiden Payne décède sur le champ. Alors, moi, personnellement, je sais, c'est un résumé rapide que j'ai fait sur le, rapide, je veux dire, c'est un résumé que j'ai fait sur la série, mais j'étais vraiment fasciné, j'ai vraiment apprécié la série. Je veux dire, ça a passé vite, ça a vraiment passé vite, puis je viens de la regarder, puis je me dis, j'ai encore les flashs, puis à chaque fois que la série se déroulait, se développait, de temps en temps, t'avais un peu de soupçon si c'était la mère, t'avais un peu de soupçon sur certains personnages, mais à force que ça se développait, ça avançait, ça commençait à s'éclairer davantage la situation avec Aiden Payne. Alors c'est tout pour moi. Alors pour vous, j'aimerais connaître votre opinion sur la série de I Will Find You ou sur tes traces. Y a-t-il des points que j'ai oublié de mentionner? Y a-t-il des points que vous voulez partager? Y a-t-il quelque chose que vous avez apprécié dans la série ou moins apprécié sur la série? Si vous avez d'autres séries à me suggérer aussi que je pourrais écouter qui sont tout aussi bons, faites-moi les parvenir. Alors, c'est tout pour moi. Je m'appelle Nelson. Vous regardez Micro T'es libre. N'oubliez pas de liker,
commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, man.